Aujourd'hui, Appel sur l'actualité est à Bamako. Juan Gomez. La corruption est-elle une fatalité pour l'Afrique? On en parle ce matin à l'occasion du forum de Bamako qui se tient jusqu'à demain dans la capitale malienne. Vos réactions, vos témoignages et nos invités, Moumouni Guindo, président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite du Mali, Cabinet Komara, ancien Premier ministre de Guinée, et le député tchadien Saleh Kebzabo. Cette thématique de la corruption, elle est débattue d'ailleurs cet après-midi ici même dans le cadre de ce forum. La lutte contre la corruption est-elle un vœu pieux? On va en parler avec Mamadou Ismaïla Konaté. Bonjour. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous. Je vous ai présenté, vous êtes avocat au barreau du Mali et de Paris, ancien ministre de la Justice du Mali. Et en apprenant le sujet de l'émission de ce matin, vous avez manifesté votre intérêt de participer à cette réflexion, d'autant que vous disiez hors antenne, les vrais corrupteurs sont ailleurs, ils ne sont pas forcément sur le continent africain. Oui, en disant ça, je vais prendre par le bout en indiquant que l'argent qui est tiré de la corruption sert à quoi? Deux choses essentiellement. Sert à enrichir les corrompus d'une part et sert également à financer des activités politiques. Et vous savez aujourd'hui que sur ce plan-là, les activités politiques prennent beaucoup d'importance et ont besoin d'être financées et que la plupart des États d'Afrique aujourd'hui ne disposent pas véritablement d'un cadre juridique qui réglemente le financement des partis politiques, le financement des activités politiques. Et deuxièmement, cette corruption, lorsqu'elle est à grande échelle, intervient sur un certain nombre de marchés qui portent sur le secteur industriel, sur le secteur des télécommunications, sur le secteur des travaux publics et des bâtiments et au niveau des mines. Là-dessus, techniquement, il y a toujours un lien entre les corrompus en Afrique et les corrupteurs qui sont pour la plupart au niveau du Sud parce que simplement les technologies viennent de là. Et pendant très longtemps, on a tiré de l'argent qui est remonté souvent en Occident et on sait aujourd'hui que la situation est tellement rendue difficile en Occident aujourd'hui qu'on ne peut pas se hasarder à remonter des fonds d'une part et même quand on les remonte, on n'est pas à l'abri justement des poursuites à ce niveau. Parlant des poursuites, ce qui est le plus important, c'est qu'on a développé systématiquement la coopération judiciaire en tenant compte justement de la situation difficile de nos justices locales. Oui. Mais lorsque les justices locales peuvent être concernées par le biais d'un acte de corruption ou une poursuite à l'encontre de personnes, qu'il n'y ait pas de suite en termes de coopération au niveau occidental, cette démarche-là est totalement vouée à l'échec. Ça veut dire quoi, Mamadou Ismaïla Konaté, que vous souhaiteriez, en tant qu'ancien garde des Sceaux du Mali, que des procès pour corruption qui se sont déroulés sur le continent africain puissent se tenir à Paris, à Londres, à Amsterdam et ailleurs? Lorsque aujourd'hui une personne originaire d'Occident est poursuivie aujourd'hui pour des faits de corruption, alors que ces faits sont imputables dans les pays africains, je donne l'exemple de la France, de la Guinée de Komara et aussi du Togo. On a des poursuites qui ont été ouvertes à l'encontre de personnalités du monde économique français, dont les faits de corruption sont invoqués par rapport à la Guinée, par rapport au Togo. Les poursuites sont déclenchées au niveau français, parisien, sans qu'aujourd'hui les justices togolaises ou guinéennes soient impliquées là-dedans. Oui. Visiblement, aujourd'hui, on prend en otage des actions contre la corruption, on prend en otage aujourd'hui des protagonistes de la corruption qui restent tapis en Afrique, parce que simplement au plan politique, ils disposent de couverture et c'est le retour du bâton parce que ce que l'on gagne dans le cadre de la corruption, qu'on utilise dans le cadre des actions politiques, ne peut pas permettre aujourd'hui de libérer les justices, de leur donner l'occasion par exemple de venir au titre de la coopération judiciaire où des cadres existent pour aujourd'hui avoir des vraies poursuites contre l'ensemble des protagonistes des faits de corruption. Merci infiniment Mamadou Ismaïla Konaté de nous avoir contactés, d'avoir voulu être des nôtres ce matin. Moumouni Guindo, vous partagez l'analyse de l'ancien garde des Sceaux du Mali? Oui, d'une certaine façon. Alors nous partageons cet avis pour dire qu'il est important que nous développions la coopération internationale parce que la coopération aujourd'hui est une métastase qui est transfrontalière et il ne faudrait pas s'emmurer dans les frontières d'un pays pour pouvoir lutter contre elle de façon efficace. Par conséquent, c'est important et nous sommes en train d'expérimenter en Afrique de l'Ouest à travers les réseaux des institutions nationales de lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest
développer la coopération et la collaboration entre les différents services. Nous avons déjà travaillé avec notre homologue de Niger. Oui, mais encore faut-il que la justice fonctionne. On Oui. parle du Mali, par exemple. On est au Mali. Encore faut-il qu'elle fonctionne correctement. Encore faut-il qu'elle fonctionne correctement, monsieur l'ancien Premier ministre, dans votre pays, la Guinée. Idem pour vous, Saleh Kebzabo au Tchad. Non? La justice doit fonctionner correctement. Effectivement, c'est un processus qui est en cours, il faut l'améliorer. Mais la faille se trouve le plus souvent dans les législations. Et donc, monsieur le député Kebzabo pourra nous dire. Au Mali, par exemple, en 1974, il avait été décidé de punir de mort les atteintes aux biens publics, les détournements, etc., pour l'équivalent de 7 500 euros, 10 millions de francs maliens à l'époque. Aujourd'hui encore, depuis la loi 2001, à partir de 50 millions de détournements ou de corruption, c'est la réclusion à perpétuité. Et ensuite, ce sont des infractions qui sont criminelles, les procédures sont longues et lourdes, et donc c'est un peu le dispositif juridique. Et c'est pourquoi l'enrichissement illicite est devenu au Mali un délit, afin de faciliter la poursuite et le jugement, et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter pour le Mali. Mais c'est compliqué de faciliter la poursuite. Vous-même, vous le disiez, 9 dossiers remis à la justice depuis la création de votre fils en 2017. Saleh Kebzabo, pas de justice, c'est la prime à l'impunité alors. Bien entendu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout cela se caractérise par l'impunité. Pourquoi l'impunité? C'est parce que tous ceux qui sont concernés par la corruption, les détournements et autres, ce sont souvent ceux qui constituent même l'essentiel du pouvoir. Et donc, disons que le pouvoir ne peut pas se dédire. Il fait de la propagande en disant que bon, on va punir, on va sévir. Mais pour ce qui concerne le Tchad, on en a arrêté quelques-uns, dont des sommités politiques, mais qui ne sont pas restés longtemps en prison. Nous avons été jugés, le dossier n'a jamais abouti. Et pourquoi tout cela? C'est parce que moi, je me dis que quelque part, tout de même, dans tous nos pays, on parvient à la politique par des voies courtes. Et donc, forcément, on a tendance à vouloir soutenir toutes les actions politiques par de l'argent qu'on n'a pas, puisqu'on est tous issus de pauvres. Et donc, celui qui va payer le prix, c'est l'État. Donc, on vole, on détourne, cela impunément, puisque au départ, vous participez à la construction de tout ce qui est la gestion de l'État par le pouvoir en place. Maintenant, de temps en temps, on fait un peu de cinéma en voulant traquer les uns ou les autres, mais sans aboutir à quoi que ce soit de réel. On va passer au standard. Une forme d'impunité. Et je donnerai la parole, évidemment, dans un instant, à l'ancien Premier ministre Cabinet Komara. Bonjour Alidou. Allô, bonjour. Vous êtes à Niamey, au Niger. Je lis le petit message que vous nous avez envoyé. Ici, la corruption, c'est grave. Dans mon pays, là, la corruption, elle est énorme. Vous voyez, au sujet de notre ministère de la Défense nationale, il y a eu des milliards qui ont été dilapidés. Qui ont été dilapidés. Et jusqu'à présent, à preuve du contraire, les fossoyeurs de ces fonds sont là à circuler dans la ville de Niamey comme bon leur semble et ils ne sont inquiétés nullement. Enfin, ils sont inquiétés nullement, peut-être pour l'instant, Alidou, mais vous avez peut-être entendu sur l'antenne de RFI le nouveau président Mohamed Bazoum parler de la corruption et parler de cette affaire de détournement de fonds destinés à l'armée, à l'achat de matériel militaire. Il a dit « Nous ferons en sorte que les complices soient jugés ». C'est un point de gagner. Depuis avant-hier, ils ont commencé à arrêter des leurs qui sont dans des manipulations vraiment énormes. C'est des milliards qu'ils ont détournés. Mais vous dites... il y aura moins de corruption. Oui, mais en même temps, vous êtes dubitatif, Cabinet Komara. On comprend que les auditeurs et les citoyens lambda soient dubitatifs quand on lui dit les complices seront arrêtés. Là, on parle du Niger, mais de façon générale, dès qu'il s'agit d'une affaire de corruption dans un pays, les gens n'y croient pas. Effectivement, il y a une grande défiance de la part des populations par rapport aux autorités, et tellement que beaucoup de promesses ont été faites, et qu'une fois arrivés au pouvoir, la plupart des gens qui ont fait ces promesses s'en écartent. Cependant, je voudrais demander vraiment à la jeunesse africaine de ne pas baisser les bras. Ce n'est pas une fatalité, la corruption. Si nous baissons tous les bras, nos pays vont aller droit dans le mur. Je crois qu'il y a des pays qui sont vertueux. Oui. Comme vous savez, nous avons encore 4 pays qui sont parmi les mieux placés dans les 50 meilleurs pays qui ne sont pas corrompus en Afrique. Les Seychelles, le Cap-Vert, le Rwanda, Botswana, et l'île Maurice. L'île Maurice voilà, et aussi la Namibie. Voilà tout à fait, voilà. les 5 pays qui ont une
Il y a des raisons d'espérer. Les corrompus ne resteront pas longtemps au pouvoir parce que tôt ou tard, il faut que les choses changent. Et quand ça va changer, ces dossiers qui sont enfouis vont reparaître. Oui, mais vous interpellez, cabinet Comara, la jeunesse africaine. C'est vrai que les citoyens ont également un rôle décisif dans la lutte contre la corruption. Mais encore faut-il avoir confiance dans les institutions. Et encore faut-il ne pas avoir peur de représailles lorsqu'on a le courage d'aller dénoncer un cas de corruption. Vous avez raison. Vous savez, l'Union africaine elle-même, c'est en 2003 qu'elle a passé cet accord pour la lutte contre la corruption en disant qu'en 2018, l'Afrique devait être sans corruption. Les résultats sont là, tout le monde est déçu, mais, et c'est important, il y a une telle prise de conscience actuellement que tout candidat est obligé de le promettre. Et de plus en plus, vous avez la presse, vous avez les réseaux sociaux, les gens dénoncent. Alors, ce qu'il faut, c'est protéger les lanceurs d'alerte, faire en sorte qu'il y ait un bloc par rapport aux gens qui ont le courage de dénoncer et qu'enfin, on puisse célébrer les honnêtes. C'est très important. Effectivement, on va y revenir dans un instant. Je voudrais qu'on accueille Francis à Libreville, au Gabon. Bonjour Francis. Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI. Votre témoignage du Gabon est le bienvenu, nous vous écoutons. Chez nous, la corruption, elle est généralisée, pour ne pas dire institutionnalisée. Je le dis parce que même pour avoir un service public, il faut toujours, chez nous on appelle ça mouiller, c'est-à-dire glisser un petit quelque chose sous la table. C'est comme ça. Sinon, votre dossier il va traîner pendant des mois. Et cette situation elle est devenue normale. Je vous prendrai par exemple le cas de l'institution policière ou la gendarmerie. C'est du racket. Et à aucun moment, Francis, à aucun moment, vous n'avez le courage de dire aux policiers, eh bien non, vous savez quoi, je ne vous donnerai pas le billet que vous me réclamez parce que le droit est avec moi. Ici, on dit jamais non, la police, parce que si je dis non, tu ne payes pas, par exemple, je prends le cas d'un taximan, parce qu'avec les particuliers, il y a quand même une certaine limite. Oui. Mais avec des taximens, des gens qui sont dans le transport en commun, écoutez, vous êtes commerçant, vous faites une activité commerciale, vous devez payer les policiers, c'est obligatoire. C'est comme ça. Et la hiérarchie militaire bénéficie de ce racket-là. C'est institutionnalisé dans la police, ainsi que dans la gendarmerie. C'est comme ça depuis des années chez nous. C'est su par tout le monde. Les syndicats de transport en ont fait écho, les journaux en ont fait écho. Récemment, il y a de ça quelques mois, le commandement de la police a sanctionné certains, mais ils ont repris. Ça a repris. Ça a repris. Oui. Alors, vous savez, les invités vous écoutent et tout le monde acquiesce. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs à travers le continent qui se reconnaissent dans vos propos. Qui n'a pas été à un moment donné interpellé par un policier et, il fallait donner un billet. Ça, avec Ebzabo, ça vous est arrivé? Chez moi, comme je suis un peu connu, je crois qu'on n'ose pas me le dire. Mais je pense effectivement que, comme la jeunesse, la société civile aujourd'hui interviennent en politique pour faire des marches et autres revendications, oui. Pour le moment, je crois qu'on n'a pas beaucoup vu la société civile être active dans le domaine des détournements et de la corruption. Mais parce que comme le disait Francis à l'instant, eh bien c'est quelque chose de normal. Tout le monde s'est habitué à cela. Non, c'est pas quelque chose de normal. Je ne dis pas ça, mais c'est ce que disait Francis. Quand on est pris individuellement, c'est un peu difficile, mais je pense qu'il faut que la société civile l'assume collectivement pour en faire un problème collectif dans la société et intervenir de façon massive. C'est possible. Je crois que si c'est fait, ça peut peut-être diminuer un peu tout cela et aboutir même à son annulation. Moumouni Guindo, au Mali, vous avez ouvert un numéro vert pour que les gens dénoncent les cas de corruption. Nous avons un numéro vert 80 00 22 22. Oui. Nous recevons des appels, mais de moins en moins. C'est-à-dire, attendez, vous recevez des appels de moins en moins. Combien d'appels par jour? Nous sommes actuellement à 3-4 appels, alors qu'à un moment donné, nous étions à plus de 10 appels par jour. C'est plus pour parler de la petite corruption, effectivement, qui empoisonne le quotidien. Mais au-delà de cela, moi, je voudrais lancer un appel aux jeunes, parce qu'une étude a démontré qu'au Mali, 80% des jeunes sont plutôt favorables à la corruption, ce qui est vraiment triste, parce que c'est eux qui doivent assurer la relève et le relais. Il est donc extrêmement important que nous travaillions à rendre les jeunes conscients des méfaits de la corruption, qu'ils soient des acteurs de lutte contre la corruption. Ensuite, il faudrait que les législateurs aussi s'assument parce que l'inefficacité de la justice, quelquefois, dépend de la mauvaise qualité de la loi. La législation qui, le plus souvent, ne met pas en place les bonnes institutions, les bons mécanismes, les bonnes procédures.
il faudrait également qu'on travaille sur ce dispositif-là. Sans trop rentrer dans le détail, parce que c'est un peu technique pour le grand public, j'ai cru comprendre que la législation dans les pays d'Afrique anglophone était plus stricte, plus efficace que la législation pour lutter contre la corruption dans les pays francophones. Oui, en général, la législation anglo-saxonne est plus pragmatique, ne s'embarrasse pas de certaines considérations françaises, différences entre l'administratif et le judiciaire, ce qui fait que dans les pays anglo-saxons, les institutions comme les nôtres ont plus de pouvoir d'investigation, d'enquête et même de porter les dossiers devant la justice, ce qui leur permet d'avoir des résultats plus rapidement que nous autres. On a encore le temps de prendre un autre auditeur. Bonjour Edgar. Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs du RFI. À Abidjan, Côte d'Ivoire, vous disiez au Standard, je ne vois pas comment on peut s'en sortir car la corruption, c'est dans notre ADN. Effectivement, il n'y a pas un seul secteur d'activité où il n'y a pas de corruption. Même ceux qui sont désignés pour combattre la corruption sont corrompus. Moi, je suis commissionnaire agréé en douane. C'est nous qui dédouanons les marchandises qui viennent de l'extérieur. La Côte d'Ivoire a voté une loi pour dire que les voitures de plus de 10 ans ne doivent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Mais imaginez-vous qu'aujourd'hui, le parc automobile est inondé par ces voitures. Mais c'est parce que quand ça arrive, le douanier, il est là, il vous regarde. Vous regardez, il vous dit faites le geste pour pouvoir passer. Effectivement. Et vous lui glissez quelque chose et ça passe. Ouais. On dit à tort ou à raison que l'un des domaines les plus corrompus dans les administrations sur le continent africain, c'est la douane. Non, ça c'est dans tous les pays africains, on peut le remarquer. C'est les douanes qui sont en tête. Mais je voudrais quand même souligner aussi que l'amplification de ce phénomène-là nous arrive à observer que même dans le secteur privé, il y a aujourd'hui la corruption, une forme de corruption. Quand vous allez dans une banque, même pour un dépassement quelconque du compte ou pour un petit découvert, au niveau du petit employé de banque, on peut faire passer ça. Quand vous voulez un crédit beaucoup plus important, tout le monde sait aujourd'hui que dans les banques, si vous sortez un pourcentage pour intéresser les cartes de banque, votre dossier passe. Donc c'est là où cette gangrène-là, elle prend beaucoup d'importance et ça, c'est très grave. Oui. Monsieur le Premier ministre, cabinet Comara, comment peut-on définitivement tourner la page de ce fléau qui existe, il faut le rappeler, sur tous les continents? Mais comment faire en sorte que l'Afrique ne soit plus la dernière de la classe? Je recuse le terme de dernière de la classe parce que je crois qu'il y a une prise de conscience que moi j'ai vue. Il y a un mouvement de fond qui commence. Et je crois que tôt ou tard, on va aboutir à une rupture. Pourquoi? Parce que trop, c'est trop. Le fait qu'aujourd'hui, certains dirigeants en plein jour, ou que n'importe qui nommé à une quelconque position, privatise cette position pour en faire des sources de revenus pour lui et pour sa descendance, devient choquant pour beaucoup de populations. Et quel que soit le côté, du Maroc en Afrique du Sud, de la Guinée en Somalie, vous avez une prise de conscience de la jeunesse pour vraiment bouter hors de notre pays cette gangrène qui devient inadmissible. Saleh Kebzabou, quand je vous ai contacté, je vous ai appelé il y a 2 semaines pour vous inviter à cette émission, vous me disiez, bon, la génération actuelle, on oublie. Ceux qui ont 40 ans aujourd'hui, on oublie. Mais la lutte contre la corruption passera forcément par les plus jeunes. Absolument. Vous rejoignez je les rejoins absolument. Cabinet Comara. Oui, c'était les jeunes, du fait qu'aujourd'hui, ils sont les grandes victimes de ce qu'on peut appeler notre mal développement, ne peuvent pas accepter cela indéfiniment. Vous et moi, on a été à la même école, on est rentrés avec le même diplôme, mais vous, dans une position quelconque, vous pouvez avoir en 6 mois une grosse voiture et moi toujours à pied ou à vélo. Ça, c'est révoltant. Et je pense que face à ce phénomène croissant, pour expliciter ce que j'ai dit par rapport aux générations, notre génération à nous, c'est celle des enfants des cultivateurs. Donc, il faut qu'on vole pour avoir un peu. Si ça pouvait s'asseoir au moins à un certain moment et s'arrêter. Non, ça génère encore une deuxième génération de prédateurs, puis une troisième. Et lorsque le phénomène s'amplifie, où le chômage devient endémique dans nos pays et que la revendication est beaucoup plus lourde, les jeunes peuvent se prendre en charge, je crois, pour régler ce problème. Moumouni Guindo, le mot de la fin, vous qui êtes le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite du Mali. Il faudrait vraiment travailler à la sanction pour lutter contre l'impunité réellement, sanctions judiciaires, sanctions administratives, professionnelles, sanctions politiques. Oui. Il faudrait également que l'exemplarité soit partout, au sommet, mais à tous les sommets, parce que chacun à son niveau a un rôle à jouer. C'est-à-dire y compris le président de la République, par exemple, en ce moment, ici au Mali, le président de la transition, lui, montre l'exemple? À tous les niveaux, l'exemplarité doit être là. Et comme je dis, à chaque sommet,
Il faut que l'exemple soit donné. Bon, on verra si vos vœux respectifs se réaliseront dans les prochaines années. Merci infiniment à tous les trois. Cabinet Komara, Moumouni Guindo, Saleh Kebzabo. Lundi, nous serons de nouveau à Bamako pour notre dernière émission dans la capitale malienne.